Dans cet épisode de Cruauté en face, nous revenons sur une affaire bouleversante, celle de Lucie Landry, une femme dont la vie a pris fin de manière tragique dans des circonstances aussi brutales qu'incompréhensibles. Derrière son sourire lumineux et sa personnalité chaleureuse, elle avait traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Mais ce qui s'est produit un jour fatidique a révélé une noirceur insoupçonnée, un acte de cruauté qui a choqué sa communauté et laissé sa famille dans un chagrin indescriptible. Je suis Genéza et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire poignante de Lucie Landry, une affaire où la violence a détruit une vie, mais a laissé des questions brûlantes. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres d'une tragédie qui révèle les pires facettes de la nature humaine. Lucy Davis est née à une date indéterminée de 1971 dans la ville pittoresque de Pontypridd, nichée dans le comté de Rhondda, au sud du pays de Galles. Fille de Roger et Andrea Davis, elle partageait son enfance avec sa sœur cadette, Anna. La famille vivait à Glencoe, une petite communauté composée principalement de logements sociaux, entourée par un paysage de montagne à couper le souffle. Dans ce cadre modeste mais chaleureux, Lucy a connu une enfance profondément heureuse, tissée de complicité avec Anna. Les deux sœurs, inséparables, partageaient les mêmes passions et semblaient avoir un lien presque télépathique. Lucy, en particulier, se distinguait par une joie de vivre presque désarmante. Ses parents ne cessaient de louer son énergie débordante et son sourire communicatif, capable d'illuminer n'importe quelle pièce. À l'école primaire, son tempérament extraverti et sa gentillesse naturelle lui ont valu une popularité immédiate, tant auprès de ses enseignants que de ses camarades. En plus de son charme inégalé, Lucy possédait une beauté frappante qui, soyons honnêtes, n'a pas dû passer inaperçue. Très vite, elle est devenue l'une des figures les plus admirées de son école, un mélange parfait de charisme et de grâce. Quant à ses loisirs, Lucy et Anna partageaient une passion pour les poneys. Leur père, toujours attentif, leur a offert une belle surprise en les inscrivant au club d'équitation local. Ce cadeau a été une révélation. Les deux filles ont non seulement appris la discipline, mais ont également montré un talent certain. Lucy, avec son habituelle détermination, s'est rapidement hissée parmi les meilleures, représentant fièrement le club lors de nombreuses compétitions. Au collège, elle brillait déjà en tant que cavalière hors pair, mais cette énergie débordante ne s'arrêtait pas là. Curieuse et touche-à-tout, elle a également décidé de s'initier à la musique. Flûte et piano sont vite devenus ses nouveaux terrains de jeu. Armée de patience et d'une rigueur sans faille, elle a passé d'innombrables heures à perfectionner ses compétences. Et, fidèle à elle-même, elle n'a pas fait les choses à moitié. Dès l'année suivante, elle maîtrisait le répertoire classique avec une aisance impressionnante. Une enfant douée, talentueuse et polyvalente qui semblait transformer en or tout ce qu'elle touchait. Grâce à son talent et à sa persévérance, elle a été acceptée dans l'orchestre jeunesse de Glamorgan. Et comme si cela ne suffisait pas à occuper ses journées déjà bien remplies, elle a également intégré le chœur de son école, une vraie touche-à-tout, comme toujours. C'est à cette époque qu'un élément presque inévitable de l'adolescence a fait son apparition, le premier amour. Lucy s'est rapprochée de Gareth Jenkins, un jeune homme gallois dont on ne sait finalement pas grand-chose, peut-être parce qu'il n'a pas marqué l'histoire autrement que par cette romance. Gareth éprouvait une attirance pour Lucy, mais préférait garder ses sentiments enfouis, sans doute par peur de se brûler les ailes. En 1989, Lucy a terminé le lycée, prête à conquérir le monde, ou du moins celui de la musique.
Animée par une passion inébranlable, elle a décidé de poursuivre un diplôme à l'université de Warwick, dans le comté de Warwickshire, en Angleterre. Là-bas, elle imaginait une carrière prometteuse dans l'enseignement musical. Mais, comme la vie adore jouer les trouble-fêtes, la réalité ne correspondait pas tout à fait à ses attentes. Bien que sa passion pour la musique soit restée intacte, la direction que prenait son cursus l'ennuyait profondément. Face à cette déception, elle a pris une décision courageuse. Elle a changé de cap. Elle s'est alors orientée vers l'urbanisme, un domaine qui lui a semblé plus stimulant. Et c'est justement à ce moment-là qu'un certain Graham McAllister est entré dans sa vie. Peu d'informations ont circulé sur le passé de Graham. Peut-être un peu trop mystérieux, non? Mais une chose est sûre, Lucy et lui ont partagé une connexion immédiate. Leur passion commune pour l'art et leur humour décalé, parfois à la limite de l'absurde, ont cimenté leur relation. La romance s'est développée avec naturel et, en avançant dans leurs projets d'avenir, Lucy a décidé de présenter Graham à ses parents. Roger et Andrea ont été conquis. Selon eux, il était l'homme idéal pour leur fille. Pour sceller leur approbation, ils ont décidé d'acheter une maison à Lucy dans la ville de Coventry, au nord-ouest de Londres. Ce cadeau généreux a visé non seulement à lui offrir une stabilité, mais aussi à l'encourager à bâtir sa propre famille. Peu de temps après, Lucy et Graham ont emménagé ensemble. Tandis qu'ils ont poursuivi leurs études respectives, la vie leur a réservé une autre grande aventure. En 1995, leur premier enfant, James, est né. Devant cette nouvelle responsabilité, elle a choisi de suspendre ses études pour se consacrer pleinement à son rôle de jeune maman. Une décision remplie de sacrifices, mais à la hauteur de son dévouement habituel. De son côté, Graham a poursuivi ses études universitaires tout en assumant un rôle essentiel pour leur foyer. Pour subvenir aux dépenses, il a trouvé un emploi de nuit dans le bureau de tri postal de la ville. Mais ce rythme éreintant a rapidement commencé à peser sur Lucy. Seule à la maison, entièrement dévouée à son rôle de mère, elle s'est retrouvée confrontée à un ennui profond. Trop d'heures passées loin de son partenaire ont fini par creuser un vide qu'elle ne savait comment combler. Alors, en quête de distraction, elle a exploré un terrain nouveau et fascinant pour l'époque, les salles de chat sur Internet. Sous le pseudonyme de Misère, un choix qui, rétrospectivement, aurait pu servir de signal d'alarme. Elle s'est mise à chercher de nouvelles connexions humaines. Une soirée en particulier a changé le cours des choses. Alors qu'elle s'immergeait dans des discussions virtuelles animées, Lucy a fait la rencontre d'un certain Harold Landry. Âgé de 53 ans et originaire de la Louisiane, Harold avait grandi dans une pauvreté accablante, étant l'un des nombreux enfants d'une famille nombreuse. Comprenant très tôt que personne ne lui offrirait un avenir sur un plateau d'argent, il s'était résolu à gravir les échelons par sa seule volonté. Sa chance est venue lorsqu'il a discerné un détail crucial dans le secteur pétrolier. La véritable opportunité ne résidait pas dans la possession d'un puits, mais dans la fourniture d'infrastructures indispensables aux propriétaires de ces gisements. Saisissant cette idée, il a fondé sa propre entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements hydrauliques destinés aux grandes compagnies pétrolières du sud des États-Unis. Ses instincts étaient justes. Son entreprise a prospéré et lui a permis d'accumuler une immense fortune, le hissant au statut de multimillionnaire. Désormais, Harold menait une vie luxueuse, oscillant entre des passe-temps excentriques et une somptueuse propriété sur l'île de Cozumel au Mexique. Côté vie privée, il n'était pas exactement un modèle de stabilité. 2 mariages, 2 divorces et plusieurs enfants
dont le nombre exact reste flou. Ce qui est certain cependant, c'est qu'il s'est assuré qu'il ne manque jamais de rien. Un événement marquant de sa vie a eu lieu en 1992. À nouveau célibataire, Harold a croisé le chemin de Geraldine Price. Mais à ce stade, les choses commençaient seulement à se compliquer. Née en 1966, soit 20 ans plus jeune qu'Harold, Geraldine était mariée à Chris Price, avec qui elle avait 2 enfants. Mais ni son mariage ni sa famille n'ont constitué un obstacle pour Harold, qui a déployé tout son arsenal de séduction pour la conquérir. Et il a réussi. Le 6 février 1994, Harold a emmené Geraldine pour une promenade romantique à travers la Nouvelle-Orléans. Pour l'occasion, ils ont engagé une nourrice, Kristen Ayrton, pour garder les enfants. À la fin de la soirée, il a raccompagné Geraldine chez elle, avant de proposer à Kristen de la ramener à son tour. Une situation bien risquée, surtout si Chris avait vent de leur escapade. Et, comme on pouvait s'y attendre, c'est exactement ce qui s'est passé. Dehors, Chris observait tout, dissimulé dans sa voiture. Chaque geste de sa femme et du millionnaire ne lui a pas échappé. Lorsque Harold a quitté la maison après avoir déposé Geraldine, Chris s'est lancé à sa poursuite. Harold, remarquant finalement la voiture qui le suivait, a eu une réaction presque instinctive. Il a ouvert la boîte à gants et sorti une arme qu'il gardait toujours à portée de main. C'est là que tout a basculé, comme l'a raconté plus tard Kristen. Quand nous sommes arrivés dans la circulation, la voiture de Chris s'est alignée à côté de nous. Chris est sorti en criant, furieux. Monsieur Landry a pris son arme, l'a brandie par la fenêtre et m'a dit qu'il allait tirer. Et il a tiré. Le coup de feu a atteint Chris au cou. Il s'est effondré sur le bitume. Par un incroyable coup de chance, l'incident s'est produit juste en face d'un hôpital. Il a été pris en charge immédiatement et les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Quant à Harold, il a été arrêté et accusé de tentative de meurtre. Le procès s'est tenu en 1997 devant les tribunaux de la paroisse de Santa Mani. Lors de sa déclaration initiale, l'avocat de la défense, Pat Fanning, a présenté Chris comme la victime d'une sordide affaire d'adultère. Concernant Harold, il a plaidé qu'il avait agi par peur, en état de légitime défense. Avec une habileté redoutable, la défense a réussi à convaincre le jury, composé de 4 hommes et 8 femmes, de réduire les charges. Harold a été reconnu coupable d'un chef d'accusation mineur, agression aggravée. Résultat, une peine de 5 ans de prison. Mais Harold, malin jusqu'au bout, a fait appel et obtenu une libération conditionnelle. En contrepartie, il a dû s'acquitter d'une amende de 500 $ et effectuer un service communautaire. Un verdict plutôt clément, surtout pour un homme dont les méthodes de règlement des conflits incluaient des armes à feu. Bien qu'il ait espéré un acquittement total, Harold a tout de même remercié Pat pour son travail acharné. Cette gratitude a scellé une amitié durable entre les 2 hommes. Peu après, Harold et Chris ont trouvé un terrain d'entente, concluant un accord financier d'un montant tenu secret. Au moment où il a commencé à échanger avec Lucy, il résidait à Covington, toujours suffisamment riche pour ne pas avoir à travailler. Il s'est montré remarquablement honnête avec elle, n'hésitant pas à dévoiler son passé tumultueux, ses nombreuses aventures amoureuses et même ses démêlés judiciaires. Mais ces révélations, loin de la refroidir, n'ont fait qu'amplifier l'attraction de Lucy envers lui. Ce qui a suivi a été une romance en ligne brûlante, Harold promettant monts et merveilles à Lucy, y compris un style de vie luxueux dont elle n'aurait même pas osé rêver. Avec une persistance sans faille et une persuasion redoutable, il a fini par obtenir ce qu'il voulait. Lucy, sous son emprise, a demandé à Graham de mettre fin à leur relation,
Enfin libre de toute contrainte, elle pouvait s'abandonner sans réserve à son nouvel amant. Début des années 2000, Harold s'est envolé pour l'Angleterre afin de rencontrer Lucy en personne. Elle a profité de l'occasion pour le présenter à ses parents en tant que son nouveau petit ami. Roger et Andrea, bien que surpris par leur différence d'âge frappante, ont choisi de respecter les choix de leur fille, sans émettre la moindre objection. Harold, éperdument amoureux, semblait prêt à tout pour elle. Il ne ménageait aucun effort pour la couvrir de cadeaux somptueux et satisfaire le moindre de ses désirs. À ce stade, il était si fou d'elle qu'il envisageait déjà de lui demander sa main. Mais, fidèle à lui-même, il ne voulait pas d'une demande banale. Il rêvait d'un cadre parfait. Pour concrétiser ce projet, il a invité Lucy, son fils James, et, de manière surprenante, Graham, à un voyage au Mexique. Pourquoi inclure l'ex-petite amie dans une escapade romantique? Mystère. Harold voyait le Mexique comme un véritable paradis sur terre, et sa propriété sur l'île de Cozumel était l'endroit idéal pour une déclaration mémorable. De plus, son ami Pat possédait un appartement à proximité, renforçant son sentiment de confort et de familiarité. Avant le voyage, il a acheté une bague en diamant et a partagé la grande nouvelle avec Pat, débordant d'enthousiasme. Mais Pat, toujours pragmatique, a commencé à nourrir des doutes. Il voyait leur relation d'un œil sceptique. Lucy semblait attirée par la fortune d'Harold, tandis qu'Harold, lui, était envoûté par la beauté de Lucy. Et puis, il y avait ce détail étrange. Lucy passait énormément de temps avec Graham, son ex. Malgré les mises en garde tacites de son ami, Harold, aveuglé par ses sentiments, a ignoré les signaux d'alerte et s'est lancé dans son plan. La demande en mariage allait sceller une union qu'il imaginait parfaite, même si les fissures étaient déjà bien visibles. Lucy a accepté avec enchantement la proposition d'Harold et, à la 2003, le couple a célébré son union. Peu après, Harold l'a surprise en achetant une propriété d'1 million de dollars dans un quartier exclusif près de Pershore, dans le Worcestershire. Un cadre idyllique, rural, où leur mariage a commencé sous les meilleurs auspices. Là, ils ont tissé des liens avec leurs voisins Rachel Clark et Stephen Kennedy, formant une amitié sincère et chaleureuse. Rapidement, les jeunes mariés ont accueilli leur première fille, Harriet. Cet événement a comblé Lucy de bonheur, tandis qu'Harold s'est investi corps et âme dans son rôle de père, montrant un dévouement presque inhabituel. Il a également développé une relation affectueuse avec James, le fils de Lucy, qu'il a traité comme son propre enfant. Ensemble, ils ont partagé des repas joyeux, des moments complices et des sorties familiales mémorables. Mais, comme souvent, le bonheur a eu ses limites. Avec le temps, la placidité initiale s'est dissipée. Les exigences de Harold envers Lucy ont pris de l'ampleur et l'humeur de celle-ci s'est trouvée altérée, proportionnellement à ses attentes grandissantes. Pour lui, elle devait se conformer à ses préférences et adopter un rôle soumis à ses désirs. Lucy, cependant, a vu les choses autrement. Refusant de se plier, elle a exprimé ses pensées avec franchise, ce qui, inévitablement, a alimenté les tensions. Leur relation a été marquée par des personnalités explosives, et leurs disputes sont devenues fréquentes, bruyantes et spectaculaires. Ces querelles, parfois suivies de réconciliations précaires, ont transformé leur quotidien. Même les moments autrefois agréables, comme les vacances avec les enfants, se sont retrouvés ternis par leurs conflits. James, témoin silencieux, a assisté impuissant à la désintégration progressive de la relation entre sa mère et son beau-père. Pour leurs voisins, les disputes interminables sont devenues une sorte de bande sonore quotidienne. Rachel et Stephen
ont remarqué que l'alcool jouait un rôle central dans ces éclats, servant de combustible à leurs cris et rancunes. Quand, enfin, les disputes se sont arrêtées, laissant place à des journées de silence tendu, les voisins ont savouré un rare moment de paix. Vers la mi-2009, grâce aux réseaux sociaux, Lucy a retrouvé Garrett, un amour platonique du lycée. Les retrouvailles ont ravivé leurs souvenirs et, entre conversations interminables et obligations du quotidien, ils se sont rapprochés de plus en plus. Tandis qu'Harold allait se coucher, Lucy restait devant son écran, absorbée par ces échanges. Harold n'a pas tardé à remarquer ce comportement. Convaincu que Lucy cherchait un remplaçant, il a choisi de ne pas la confronter. Au contraire, il a décidé de prendre ses distances, s'exilant temporairement au Mexique. Pendant son absence, elle a invité Garrett à la rejoindre, saisissant cette occasion pour renouer avec lui. À l'automne 2009, Harold est rentré en Angleterre, résolu à sauver son mariage. Mais à peine a-t-il posé le pied dans la maison que Lucy lui a demandé le divorce. D'abord anéanti, il a pris quelques semaines pour se ressaisir. Et lorsqu'il a rencontré Rachel Wallbanks sur Internet, une femme vivante à proximité, il a entamé une nouvelle relation, tournant ainsi une page amère de sa vie. En parallèle à leurs nouvelles romances respectives, les négociations pour le divorce entre Lucy et Harold se sont poursuivies et, comme souvent dans ce genre de situation, les conflits n'ont pas tardé à émerger. Le point de discorde principal ? Le logement. Lucy espérait conserver la maison pour offrir une stabilité à ses enfants. Mais Harold, inflexible, ne voyait pas les choses de cet œil. Il a proposé de lui donner une somme d'argent pour qu'elle puisse acheter un appartement plus modeste. Mais ce n'était pas tout, il l'a aussi complètement exclu de son testament. Quand Lucy a appris les décisions de celui qui était encore son mari, sa colère a explosé. Furieuse, elle n'a pas hésité à tout raconter à son fils James, révélant chaque détail, même les plus sordides, du passé de Harold. En plein cœur de ce divorce chaotique et voyant l'état de tension dans lequel elle se trouvait, Garrett, son nouvel amour, l'a invitée à passer quelques jours au pays de Galles pour qu'elle puisse souffler un peu. À son retour, elle n'a même plus pris la peine de dissimuler ses longues conversations téléphoniques avec Garrett. Pendant ce temps, les disputes avec Harold, amplifiées par une consommation excessive d'alcool, ont atteint des sommets alarmants. Le foyer est devenu un champ de bataille, plongeant les enfants dans un environnement insoutenable. Le lundi 1er février 2010, Harold avait bu plusieurs verres de vin lorsqu'un colis destiné à Steven, un voisin, a été livré par erreur à sa maison. Plus tard, vers 9h du soir, Steven est rentré du travail et a trouvé une notification l'informant que son colis avait été laissé chez les Landry. En voyant les lumières allumées, il s'est dirigé vers leur porte. Harold l'a accueilli chaleureusement, l'a invité à entrer et lui a même servi un verre de vin. Après avoir échangé quelques mots avec Lucy, il s'est rapidement rendu compte de l'état d'ivresse avancé de Harold. Il a donc pris son colis, présenté ses excuses et s'en est allé. Ce qui a suivi est difficile à décrire. Une dispute a éclaté entre eux, cette fois au sujet d'un achat de meubles pour son futur déménagement. James, habitué à des années de querelles, a essayé de calmer les choses. Mais cette fois-ci, tout a basculé. La dispute est devenue physique. Harold, dans un accès de rage, a attrapé un ustensile de cuisine et a frappé Lucy au visage. James, ne pouvant plus ignorer la gravité de la situation, est intervenu. Il a trouvé sa mère blessée, a appelé la police et s'est empressé de mettre sa petite sœur à l'abri. Peu après, Lucy et ses enfants ont quitté la maison pour chercher de l'aide. Leur premier réflexe a été de se diriger vers la maison de Steven. Mais Harold,
furieux et armé d'un objet tranchant, l'a rattrapé en chemin. Sans pitié, il lui a infligé plusieurs coups, la laissant gravement blessée sous un buisson dans le jardin. Entendant des cris, Steven est sorti en trombe. Il n'a pas mis longtemps à retrouver Lucy. Pensant d'abord qu'elle était inconsciente, il a vite compris la gravité de ses blessures. Juste à cet instant, répondant à l'appel d'urgence, l'agent Steve Cox est arrivé sur les lieux. Il a immédiatement appelé les paramédics et a inspecté les environs dans l'espoir de retrouver l'agresseur. Mais il n'a trouvé que les enfants, terrifiés et blottis dans l'obscurité à l'arrière de la maison. Les paramédics, arrivés peu après, ont agi avec une rapidité remarquable. Lucy a été transportée d'urgence à l'hôpital de Worcestershire. Malheureusement, très peu de temps après son admission, son cœur s'est arrêté. Pendant ce temps, Harold, étrangement calme, s'est rendu chez une certaine Rachel. Là, il lui a avoué que quelque chose de terrible venait de se produire, sans entrer dans les détails. Il lui a remis 3 virements bancaires d'un total de $40 000, une somme en espèces, les clés de sa voiture et plusieurs chèques en blanc déjà signés. Puis, comme si de rien n'était, il a repris la route vers son domicile. Entre-temps, plusieurs patrouilles de police s'étaient lancées à sa recherche. Finalement, ils l'ont repéré, marchant seul le long d'une route. Il a été arrêté sans résistance. Lorsque Roger et Andrea ont appris la nouvelle, le désespoir s'est emparé d'eux. Leur monde venait de s'effondrer. Dans un bref communiqué lu par la police, ils ont demandé que leur douleur soit respectée, qualifiant leur perte d'indescriptible. Pour eux, il n'y avait rien d'autre à déclarer, du moins pour le moment. Leur priorité s'est immédiatement tournée vers le bien-être de leurs petits-enfants, désormais orphelins de mère. L'examen médico-légal a confirmé que Lucy avait succombé à plusieurs blessures par arme blanche, reçues principalement au niveau de la poitrine. Avec ces preuves accablantes et le témoignage direct de James, Harold a comparu devant les magistrats du tribunal de la couronne de Worcester le 5 février 2010. Il a été formellement accusé de meurtre. Le procès s'est tenu début février 2011 au tribunal de la couronne de Wolverhampton, en Angleterre. Il a été présidé par le juge David Foskett, tandis que l'accusation était menée par la procureure Rachel Brand. Cette fois, Pat Fanning n'était pas à la défense de son ancien ami. La lourde tâche est revenue à l'avocat Andy Childs. Conscient de l'ampleur de la tâche, Andy a adopté une ligne de défense classique. Il a affirmé que son client avait agi sous l'effet de la provocation. Selon lui, Lucy, par sa colère et ses accusations, aurait poussé Harold à bout. Lors de ses premières déclarations à la barre, Harold, en sanglots, a affirmé qu'il aimait Lucy et qu'il était désolé pour ce qui s'était passé. Mais il a rapidement suivi la stratégie de son avocat. Il a plaidé coupable d'homicide involontaire, soutenant que Lucy l'avait mené à cet acte irréparable. Dans le but de souligner l'horreur de l'affaire, le ministère public a présenté une animation détaillée illustrant les multiples blessures infligées à Lucy. Cette démonstration, d'une précision glaçante, a profondément bouleversé les personnes présentes dans la salle d'audience. Finalement, le 24 février 2011, après moins de 4 heures de délibération, le jury a déclaré Harold Landry coupable du meurtre de son épouse Lucy, qui avait seulement 38 ans lorsqu'elle a été brutalement arrachée à la vie. Harold, lui, en avait 64. Le lendemain, il revenait au juge David Foskett de prononcer la sentence. Mais avant cela, il a adressé des mots d'une sévérité implacable à Harold. Il a qualifié l'attaque de barbare, indescriptible et impardonnable, rejetant sans ambiguïté les allégations de provocation avancées par l'accusé. Pour le juge,
Ces affirmations n'étaient rien de plus qu'une tentative désespérée et pitoyable d'échapper à la justice. Il n'a pas non plus caché son mépris pour les larmes que Harold avait versées au procès, les considérant comme une mise en scène dépourvue de sincérité. La sentence est tombée, réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 16 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. À cet horizon, Harold aurait plus de 80 ans, une perspective qui, visiblement, ne l'a pas dissuadé de persister dans son déni. Les proches de Lucy ont exprimé leur reconnaissance, non seulement pour le verdict, mais aussi pour les paroles du juge, qui, selon eux, reflétaient parfaitement leurs sentiments. Bien qu'ils aient reconnu que la peine imposée à Harold ne pourrait jamais ramener Lucy, ils ont admis que cela les aidait à trouver une forme de soulagement, aussi minime soit-elle, dans leur douleur. De son côté, Harold, enfermé dans son narcissisme ou son déni, à chacun de juger, a continué à proclamer son innocence depuis sa cellule. Plus choquant encore, il aurait affirmé que, s'il se retrouvait dans une situation similaire, il agirait exactement de la même manière. Une déclaration qui, sans surprise, a suscité une vive indignation. Quant à Roger et Andrea, ils se sont attachés à préserver la mémoire de leur fille. Ils ont choisi de concentrer toute leur énergie sur leurs petits-enfants, espérant qu'ils perpétueraient les qualités les plus lumineuses de leur mère, sa vitalité, sa joie de vivre et son amour inconditionnel. Leur combat était désormais d'apprendre à vivre avec cette perte et de faire en sorte que, malgré tout, Lucy continue de briller à travers ceux qu'elle a aimés. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.